sang de Mathieu se glaça lorsque 3 lynx affamés l'encerclèrent sur la corniche rocheuse, sa jambe fracturée lui interdisant toute fuite. L'apparition fulgurante d'un étalon noir qui chargea les prédateurs N était que le prélude d'un mystère qui allait bouleverser sa perception même de la réalité. La lumière dorée du soleil couchant baignait les montagnes des Pyrénées, créant un tableau vivant de couleurs chaudes qui aurait ému n'importe quel artiste. Pour Mathieu Beaumont, photographe animalier de 34 ans, ce spectacle quotidien ne perdait jamais de sa magie. Installé depuis 3 jours dans son affût camouflé près du village de Saint-Martin-de-Comminges, il patientait, son appareil Canon, dernier cri, prêt à immortaliser ce que peu de Français avaient la chance d'observer. Le lynx boréal, ce fantôme discret des forêts pyrénéennes. « Encore 1 heure avant la nuit complète », murmura Mathieu en consultant sa montre, ses yeux bleus scrutant attentivement la clairière devant lui. Sa barbe de 3 jours et ses cheveux châtains ébouriffés témoignaient des jours passés dans la nature sauvage, loin du confort de son appartement parisien. Le vent frais de septembre transportait les odeurs de pin et de terre humide, tandis que le silence N était interrompu que par le chant occasionnel d'un oiseau tardif. Mathieu ajusta son objectif, vérifiant une dernière fois ses réglages. Cette expédition représentait plus qu'un simple travail pour lui. C'était l'aboutissement d'une passion née dans l'enfance, sur ces mêmes terres pyrénéennes où son grand-père l'emmenait observer la faune. Un craquement léger attira son attention. Là, à la lisière des arbres, une silhouette élancée émergea avec précaution. Le cœur de Mathieu s'accéléra. Un magnifique lynx femelle, sa fourrure tachetée se fondant presque parfaitement avec les ombres du sous-bois. Le photographe retint son souffle, appuyant délicatement sur le déclencheur. Le cliquetis feutré de l'appareil semblait assourdissant dans le silence de la forêt. La lynx tourna brusquement la tête vers l'affût, ses oreilles pointues ornées de pinceaux noirs, s'orientant dans sa direction. Pendant un instant suspendu, leurs regards se croisèrent à travers l'objectif. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, elle s'évanouit dans les profondeurs de la forêt. « Magnifique !» souffla Mathieu, vérifiant les clichés sur l'écran de son appareil. Des images parfaites qui feraient la une du prochain numéro de Nature sauvage, le magazine qui l'employait depuis 5 ans. La nuit tombait rapidement maintenant, et Mathieu commença à ranger son matériel. C'est alors qu'un hurlement lointain figea ses mouvements. Pas celui d'un loup, il connaissait bien ce son, mais quelque chose de différent, presque équin. Un cheval sauvage, dans cette région isolée des Pyrénées? Intrigué, il sortit ses jumelles, scrutant l'horizon assombri. Son téléphone vibra dans sa poche, brisant le moment. Le nom de Sophie Mercier, sa rédactrice en chef, s'affichait sur l'écran. « Mathieu, où en es-tu avec les clichés du lynx ?» La voix de Sophie était tendue, professionnelle comme toujours. « J'ai ce qu'il nous faut », répondit-il, incapable de masquer sa fierté. Une femelle superbe, capturée en pleine lumière dorée. « Les lecteurs vont adorer. »« Parfait. Je te rappelle que le bouclage est dans 4 jours. Tu peux revenir demain ?» Mathieu hésita, pensant au hurlement étrange qu'il venait d'entendre. « Je pensais rester encore 1 jour ou 2. Il y a quelque chose ici, je ne sais pas comment l'expliquer. » Le soupir de Sophie était audible même à travers la mauvaise connexion. « Ton instinct de photographe qui parle encore. »« D'accord, mais pas plus tard que vendredi, c'est compris ?»« Promis. » répondit Mathieu avant de raccrocher. La nuit était maintenant complète, et Mathieu alluma sa lampe frontale pour retrouver le sentier menant à sa Jeep garée 3 kilomètres plus bas. L'air était considérablement rafraîchi et sa respiration formait de petits nuages blancs devant son visage. Le sentier étroit serpentait entre les arbres centenaires, leur silhouette imposante créant un labyrinthe d'ombres dansantes sous la lumière de sa lampe. Mathieu marchait d'un pas assuré, habitué à ces randonnées nocturnes. Pourtant, ce soir-là, une étrange sensation le taraudait comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements.
Du calme, Beaumont se morigéna-t-il. Ce n'est pas ton premier rodéo en forêt. Un bruit de brindilles cassées sur sa gauche le fit sursauter. Mathieu dirigea sa lampe vers la source du bruit, mais ne vit que des buissons immobiles. Le silence qui suivit était presque oppressant. Puis, un nouveau craquement, plus proche cette fois. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, sa voix résonnant étrangement dans la forêt silencieuse. Seul le ululement lointain d'une chouette lui répondit. Mathieu accéléra le pas, soudain pressé de rejoindre la sécurité de son véhicule. L'appareil photo et équipement pesaient lourdement sur ses épaules et il sentait la sueur froide couler le long de son dos malgré la fraîcheur de la nuit. C'est alors qu'il les vit, deux points lumineux réfléchissant la lumière de sa lampe, à hauteur d'homme, immobiles entre les arbres, des yeux. Mathieu s'immobilisa, le cœur battant. Les yeux clignèrent lentement, puis disparurent. « Juste un animal », murmura-t-il pour se rassurer, « probablement un cerf. » Mais au fond de lui, il savait que ce N n'était pas un cerf. La hauteur, la distance entre les yeux. Non, c'est était autre chose, quelque chose qui n'avait aucune raison d'être dans ces montagnes. Le sentier S élargit enfin, débouchant sur une petite clairière baignée par la lueur argentée de la lune. Mathieu s'arrêta un instant, reprenant son souffle et scrutant les alentours. Le silence était revenu, mais cette sensation d'être observé persistait, s'intensifiant même. Soudain, un hurlement déchira la nuit, le même son étrange, mi-hennissement, mi-cri, qu'il avait entendu plus tôt, beaucoup plus proche cette fois. Instinctivement, Mathieu sortit son appareil photo, retirant le capuchon de l'objectif. Si quelque chose d'extraordinaire se produisait, il serait prêt à l'immortaliser. Le hurlement retentit à nouveau, suivi d'un bruit de galop. Quelque chose approchait, rapidement. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla aux premières lueurs de l'aube dans la petite tente qu'il avait montée près de sa Jeep. La nuit avait été agitée, peuplée de rêves étranges où des silhouettes mi-hommes, mi-bêtes le poursuivaient à travers une forêt sans fin. Il passa une main sur son visage, chassant les dernières brumes du sommeil. Café d'abord, réflexion ensuite, marmonna-t-il en allumant son réchaud de camping. Tandis que l'eau chauffait, Mathieu sortit son appareil photo pour examiner les clichés de la veille. La lynx était magnifique, capturée dans toute sa grâce sauvage. Pourtant, ce n'était pas ces images qui occupaient son esprit, mais plutôt ce cri étrange et ses yeux dans la nuit. Son téléphone émit un bip. Pas de réseau. Mathieu sourit, appréciant malgré lui cette déconnexion forcée du monde. Il repensa aux paroles de son grand-père, vieux berger des Pyrénées. La montagne n'est jamais plus dangereuse que lorsqu'elle te fait croire que tu la connais. Après un petit déjeuner frugal, il consulta sa carte. À 3 kilomètres au nord-est se trouvait un plateau rocheux que les locaux appelaient le balcon des Aigles. Un endroit parfait pour observer la vallée et peut-être apercevoir ce mystérieux animal qu'il avait entendu. Autant profiter de cette journée supplémentaire, décida Mathieu en chargeant son sac. Il vérifia son GPS, son couteau suisse, sa gourde et glissa quelques barres énergétiques dans sa poche. Équipement photographique, soigneusement rangé dans son sac à dos étanche, complétait son paquetage. Le sentier montait abruptement à travers une forêt de hêtres et de pins, l'air frais du matin portant les parfums de résine et de mousse humide. Mathieu marchait d'un pas régulier, son corps habitué à l'effort grâce aux nombreuses expéditions photographiques qu'il avait menées à travers le monde. Après 1 heure de marche, il atteignit une clairière baignée de soleil. S'arrêtant pour boire quelques gorgées d'eau, il remarqua des traces au sol. Se penchant, il examina les empreintes fraîches imprimées dans la terre meuble. « Des lynx », murmura-t-il, reconnaissant la forme caractéristique. Plusieurs individus, une famille peut-être. Ce constat était exceptionnel. Les lynx étaient généralement solitaires, sauf pendant la période d'élevage des petits. Observer une famille entière serait une opportunité photographique extraordinaire.
Mathieu suivit prudemment les traces, son appareil prêt à l'emploi. Le sentier S étréciait, s'enfonçant dans une zone plus dense où les rayons du soleil peinaient à percer la canopée. L'atmosphère changea subtilement, devenant plus fraîche, plus primitive. Le silence était presque palpable, interrompu seulement par le craquement occasionnel d'une branche sous ses pas. Un mouvement furtif sur sa droite attira son attention. Mathieu s'immobilisa, scrutant les buissons. Rien. Puis, un autre mouvement, sur sa gauche cette fois. Son pouls s'accéléra. Il était observé, encerclé peut-être. Du calme, chuchota-t-il. Ce sont juste des animaux curieux. Lentement, il dégaina son appareil, ajustant l'objectif pour capturer ce qui se cachait dans les ombres. C'est alors qu'il les vit. 3 lynx, immobiles comme des statues, leurs yeux dorés fixés sur lui. Un mâle, une femelle et un jeune presque adulte. La famille qu'il cherchait. Mathieu retint son souffle, émerveillé par cette rencontre improbable. Doucement, il pressa le déclencheur, capturant cette scène extraordinaire. Le clic discret sembla briser un sort. Le mâle, plus imposant que Mathieu ne l'aurait imaginé, fit un pas en avant, puis un autre. « Hé, tout doux !» murmura Mathieu, reculant lentement. « Je ne suis qu'un invité de passage. » Mais quelque chose n'allait pas. Le comportement des félins était inhabituel. Les lynx évitaient normalement tout contact avec les humains. Ceux-ci, pourtant, avançaient délibérément vers lui. Le mâle en tête, ses muscles puissants roulant sous sa fourrure tachetée. Mathieu comprit soudain la situation. La posture, les mouvements coordonnés. Ils chassaient, et il était leur proie. « Merde !» souffla-t-il, la peur nouant son estomac. Il savait qu'il ne devait pas courir, cela déclencherait immédiatement l'instinct de poursuite des prédateurs. Au lieu de cela, il recula lentement, cherchant du regard une échappatoire. Le sentier derrière lui semblait infiniment loin. Le lynx mâle émit un grondement sourd, ses oreilles plaquées en arrière dans une posture d'attaque. Mathieu déglutit, la bouche sèche. Il n'avait jamais entendu parler d'attaque de lynx sur des humains dans les Pyrénées, mais il savait que tout animal sauvage pouvait devenir dangereux s'il se sentait menacé ou affamé. Un pas en arrière, puis un autre. Le sol semblait instable sous ses pieds. Soudain, il sentit le vide derrière lui. Trop concentré sur les félins, il n'avait pas remarqué le ravin. Un faux pas, et était la chute assurée. « Parfait !» murmura-t-il ironiquement. Coincé entre 3 lynx et un précipice, belle journée en perspective. Le lynx mâle s'accroupit, ses muscles tendus comme des ressorts, prêts à bondir. Mathieu leva son sac devant lui en guise de bouclier improvisé, cherchant désespérément une solution. C'est alors que son pied glissa sur une pierre meuble. Le monde bascula. Mathieu sentit son corps partir en arrière, dans le vide. Un cri resta coincé dans sa gorge, tandis qu'il tombait, rebondissant douloureusement contre la paroi rocheuse, avant d'atterrir brutalement 15 mètres plus bas, sur une corniche étroite. La douleur explosa dans sa jambe gauche. Vision floue, respiration coupée. Mathieu lutta pour rester conscient, roulant sur le dos pour contempler le ciel bleu au-dessus de lui. Son sac avait amorti une partie de la chute, mais son équipement photographique était probablement en miettes. Sa jambe, tordue dans un angle impossible, hurlait de douleur à chaque battement de cœur. « Bouge !» s'ordonna-t-il. « Évalue les dégâts. » Serrant les dents, il parvint à s'asseoir. Sa jambe gauche était définitivement cassée, une fracture ouverte déchirant son pantalon de randonnée. Son téléphone, miraculeusement intact, affichait toujours « pas de réseau ». Le GPS avait été écrasé dans la chute. « Génial !» marmonna-t-il, la tête tournante. « Vraiment génial !» Un grondement au-dessus de lui glaça son sang. Les lynx S étaient approchés du bord du ravin et l'observaient, leurs yeux dorés calculant la descente possible. Mathieu réalisa avec horreur que la corniche sur laquelle il avait atterri n'était qu'un répit temporaire.
Elle formait une sorte de plateau naturel, accessible par un éboulis sur la droite, un chemin parfaitement praticable pour des félins agiles. Comme pour confirmer ses craintes, le mâle commença à descendre prudemment aile éboulie, suivi par la femelle. Le jeune restait en haut, comme en réserve. « Non, non, non » murmura Mathieu, cherchant autour de lui une arme, un abri, n'importe quoi. Mais la corniche était nue, offrant seulement quelques pierres éparses. La douleur et la perte de sang commençaient à affecter sa conscience. Des points noirs dansaient devant ses yeux. Mathieu savait qu'il allait s'évanouir et que ce serait probablement la fin. Une partie de lui trouvait une ironie amère dans la situation. Lui, le photographe animalier passionné, dévoré par les sujets mêmes qu'il admirait tant. Alors que les ténèbres envahissaient sa vision, un son déchira l'air, ce même hurlement étrange, mi-hennissement, mi-cri qu'il avait entendu la veille, plus fort, plus proche, presque menaçant. Les lynx s'immobilisèrent, leurs oreilles pivotant vers la source du bruit. Mathieu, luttant contre l'inconscience, tourna faiblement la tête. Une silhouette imposante se découpait au sommet de l'aile éboulie, noire comme la nuit, puissante, impossible. L'animal qui se tenait au sommet de l'éboulis semblait tout droit sorti d'un rêve ou d'un cauchemar, un étalon d'un noir absolu, sa silhouette massive se découpant contre le ciel bleu comme une déchirure dans la réalité. Sa crinière longue et sauvage flottait dans la brise montagnarde, ses naseaux dilatés exhalant des nuages de vapeur dans l'air frais. Mathieu, oscillant au bord de l'inconscience, crut d'abord à une hallucination née de la douleur et de la peur. Un cheval sauvage? Dans les Pyrénées? Impossible. Et pourtant, elle, étalon, émit à nouveau ce cri surréaliste. Un son qui n'avait rien de naturel, mêlant la puissance d'un hennissement à la rage d'un cri de guerre humain. Les lynx s'immobilisèrent complètement, leur posture passant de l'agression à la défense. « Qu'est-ce que... » murmura Mathieu, sa vision troublée par la douleur. Ce qui suivit défia toute logique. Elle, étalon noir, s'élança dans elle éboulie, ses sabots frappant la pierre avec une précision impossible, son corps massif naviguant la pente abrupte avec une agilité qui contredisait les lois de la physique. Il ne descendait pas, il chargeait. Le lynx mâle, pris entre l'instinct de combat et celui de fuite, opta finalement pour la seconde option quand elle, étalon, arriva sur lui comme une avalanche ébène. Le félin bondit de côté, mais pas assez rapidement. Un sabot frappa, précis comme un marteau, touchant l'épaule du prédateur qui émit un hurlement de douleur. La femelle, plus prudente, avait déjà commencé à reculer vers l'éboulis. Elle, étalon noir, sans hésitation, la poursuivit, ses dents claquant à quelques centimètres de son échine. En haut du ravin, le jeune lynx avait disparu. « C'est impossible !» articula Mathieu, persuadé maintenant qu'il délirait. Le lynx mâle, bien que blessé, n'avait pas renoncé. Profitant que l'étalon poursuivait sa compagne, il s'approcha de Mathieu. Croc découvert. Le photographe, impuissant, ne put que lever un bras en défense dérisoire. Un éclair noir traversa son champ de vision. Elle, étalon, était revenu, se plaçant entre lui et le prédateur, son corps massif formant un bouclier vivant. Il frappa le sol de ses sabots avant, provoquant une pluie de gravier, et émit ce cri inhumain une nouvelle fois. Le lynx recula, cracha sa frustration, puis, après un dernier regard brûlant de haine, rejoignit sa famille, qui s'éloignait déjà vers les profondeurs de la forêt. Le silence retomba sur la corniche. Mathieu, tremblant de douleur et d'incompréhension, observa l'étalon noir qui se tenait maintenant immobile, le regardant de ses yeux d'un brun profond presque humain. « Merci », murmura absurdement Mathieu, comme si l'animal pouvait comprendre. À sa stupéfaction, l'étalon inclina légèrement la tête, dans un geste qui ressemblait étrangement à un acquiescement. Puis, avec une délicatesse contrastant violemment avec la fureur guerrière qu'il venait de déployer, l'animal s'approcha de lui. Mathieu aurait dû être terrifié.
Un étalon sauvage de cette taille pourrait le piétiner sans effort. Pourtant, il ne ressentait aucune peur, juste une étrange familiarité qui n'avait aucun sens. Et l'étalon abaissa sa tête massive, ses naseaux frémissant à quelques centimètres du visage de Mathieu. Son souffle chaud caressa la joue du photographe, une odeur de terre, d'herbes sauvages et de quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose qui éveilla en Mathieu un souvenir enfoui si profondément qu'il ne put l'atteindre. « Qui es-tu » chuchota-t-il, tendant une main tremblante. L'étalon renifla ses doigts, puis poussa doucement son museau contre sa paume. Ce contact déclencha une vague de vertige chez Mathieu. Des images floues traversèrent son esprit, un pré verdoyant, le rire d'un enfant, une main minuscule offrant une pomme à un poulain noir. La douleur de sa jambe brisée le ramena brutalement à la réalité. Mathieu gémit, la sueur perlant sur son front. Il allait mourir ici, sur cette corniche isolée. Même si les lynx ne revenaient pas, la perte de sang, le froid de la nuit, il n'avait aucune chance. Comme s'il percevait ses pensées, l'étalon s'agita, émettant un doux hennissement. Puis, dans un mouvement qui stupéfia Mathieu, l'animal s'agenouilla près de lui, abaissant son corps puissant à portée du blessé. « Tu veux que je monte ?» La question semblait absurde, même à ses propres oreilles. L'étalon resta immobile, patient, ses yeux bruns fixés sur lui avec une intelligence troublante. Mathieu hésita. La douleur embrumait son jugement, mais il comprenait l'impossibilité de sa situation. Rester ici équivalait à une condamnation à mort. Même si cette interaction avec l'étalon N était qu'une hallucination d'un cerveau mourant, que risquait-il à jouer le jeu jusqu'au bout? Rassemblant ses forces, serrant les dents contre la douleur fulgurante de sa jambe, Mathieu se hissa sur le dos de l'étalon. Ses mains s'agrippèrent à la crinière épaisse et emmêlée. À peine fut-il installé que l'animal se releva avec une douceur calculée pour ne pas le désarçonner. « Je dois être en train de mourir », murmura Mathieu, « ou de rêver. » L'étalon hennit doucement, comme pour le contredire, puis se mit en mouvement. Au lieu de remonter l'éboulis, il longea la corniche, s'engageant sur un sentier si étroit que Mathieu n'aurait jamais osé l'emprunter, même en pleine possession de ses moyens. La douleur et la perte de sang eurent finalement raison de lui. Alors que sa conscience vacillait, Mathieu eut une dernière pensée cohérente. Les mouvements de l'étalon sous lui étaient étrangement familiers, comme s'il avait déjà vécu ce moment, dans une autre vie. L'obscurité l'engloutit, mais avant de sombrer complètement, un nom remonta des profondeurs de sa mémoire, un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis plus de 20 ans. « Tonnerre !» murmura-t-il, avant que le monde ne disparaisse. La conscience revint à Mathieu par vagues successives. D'abord, ce fut la sensation, la douceur d'un matelas sous son dos, la chaleur d'une couverture, la douleur sourde dans sa jambe. Puis vinrent les odeurs, bois brûlés, herbes séchées et cette senteur indéfinissable de vieillesse qui imprégnait les maisons anciennes. Enfin, les sons, le crépitement d'un feu, le tintement métallique d'ustensiles et une voix fredonnant doucement une mélodie que Mathieu ne reconnaissait pas. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la lumière tamisée d'une lampe à huile lui révéla un plafond de bois brut, des poutres massives noircies par des décennies de fumée. Où suis-je? Sa voix était rauque, à peine audible. Le fredonnement s'arrêta. Une ombre se déplaça à la périphérie de son champ de vision. Dans le monde des vivants, ce qui est déjà une victoire, répondit une voix féminine au fort accent pyrénéen. Vous pouvez remercier votre ange gardien à 4 sabots. Mathieu tourna péniblement la tête. Près d'un âtre où brûlait un feu réconfortant, se tenait une femme âgée, petite et noueuse comme une branche d'olivier. Ses cheveux blancs étaient rassemblés en une tresse épaisse qui descendait jusqu'au milieu de son dos. Son visage, sillonné de rides profondes, arborait des yeux d'un bleu perçant qui semblaient voir au-delà des apparences. « Qui êtes-vous » demanda Mathieu, tentant de se redresser. « Restez allongé » ordonna-t-elle doucement mais fermement. « Je m'appelle Élisabeth Dufour.
Les gens du village m'appellent la vieille Lise. Ou la sorcière, quand ils pensent que je n'entends pas. Elle émit un petit rire sec. Et vous êtes l'homme que Tonnerre a jugé digne d'être sauvé. Mathieu se figea. Tonnerre, répéta-t-il, le nom résonnant étrangement dans sa bouche. Elle, étalon noir, comment connaissez-vous son nom? Élisabeth s'approcha, tenant un bol fumant entre ses mains ridées. C'est le nom que lui ont donné les bergers, à cause de son galop qui résonne dans la vallée comme l'orage. Elle lui tendit le bol. Tisane de saule et de valériane, pour la douleur et pour dormir. Mathieu accepta la boisson avec reconnaissance, remarquant pour la première fois que sa jambe était immobilisée dans une attelle rudimentaire, faite de bois et de tissu. Ma jambe. Fracture ouverte du tibia, confirma Élisabeth. J'ai fait ce que j'ai pu. Nettoyer, désinfecter, aligner les os, bander. Vous aurez besoin d'un vrai médecin et d'un hôpital, mais pour l'instant, ça tiendra. Vous êtes médecin? J'ai été infirmière il y a une éternité. Maintenant, je soigne surtout les chèvres et les moutons. Elle haussa les épaules. La technique n'est pas si différente. Mathieu but lentement la tisane amère, les événements lui revenant par fragments. Les lynx. Ils allaient m'attaquer. Et puis ce cheval, Tonnerre, il les a chassés. Il secoua la tête. Ça paraît fou quand je le dis à voix haute. Pas si fou dans ces montagnes, répondit Élisabeth, retournant vers le âtre pour remuer quelque chose dans une marmite. Les Pyrénées gardent leur mystère, et Tonnerre est peut-être le plus grand d'entre eux. Comment suis-je arrivé ici? Il vous a amené jusqu'à ma porte. Puis il a henni jusqu'à ce que je sorte. Élisabeth se retourna, le fixant intensément. C'était hier soir. Vous avez dormi presque 24 heures. 24 heures? Mathieu tenta à nouveau de se redresser, grimaçant sous la douleur. Je dois contacter mon bureau. Ma rédactrice va s'inquiéter. Pas de réseau ici, l'interrompit Élisabeth. Le village le plus proche est à 6 kilomètres, Saint-Bertrand-de-Comminges. Et avec votre jambe, vous n'irez nulle part avant plusieurs jours. Mathieu retomba sur l'oreiller, frustré mais conscient de la réalité de sa situation. Il observa la petite cabane où il se trouvait, une pièce unique avec un lit, le sien, une table rustique, quelques chaises, des étagères croulant sous les pots d'herbes séchées et les livres anciens, une porte et 2 fenêtres minuscules, simples, fonctionnelles, isolées. Où sommes-nous exactement? Les gens appellent cet endroit le Val des Ombres, répondit Élisabeth, revenant vers lui avec une assiette de soupe épaisse. Une vallée oubliée, même des cartes les plus récentes. Je vis ici depuis 30 ans. Seule? Avec mes chèvres. Et mes livres? Elle désigna les étagères d'un geste vague. Parfois, la solitude est préférable à la compagnie des hommes. Quelque chose dans son ton fit comprendre à Mathieu qu'il y avait une histoire là-dessous, mais il n'insista pas. Il avait d'autres questions plus pressantes. Ce cheval, Tonnerre. Vous avez dit que les bergers l'ont nommé ainsi. Il vit dans ces montagnes depuis longtemps. Élisabeth lui tendit l'assiette et s'assit sur une chaise près du lit. Les premières histoires datent d'il y a une 20aine d'années. Un étalon noir, plus grand et plus fort que tout cheval domestique, apparaissant et disparaissant comme un fantôme. Elle sourit légèrement. Certains disent qu'il est immortel. D'autres qu'il est l'esprit de la montagne elle-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense, dit-elle lentement, que la vérité est souvent plus étrange que les légendes. Mathieu mangea quelques cuillerées de soupe, savourant la chaleur qui se répandait dans son corps épuisé. « C'est étrange », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son hôtesse. Quand j'y étais enfant, j'avais un poney noir qui s'appelait Tonnerre. Les yeux d'Élisabeth s'illuminèrent d'un intérêt soudain. « Vraiment? Racontez-moi. » Mathieu hésita, fouillant dans des souvenirs qu'il avait enterrés depuis longtemps. « J'avais 8 ans. Mes parents possédaient une petite maison de vacances près de Luchon, pas très loin d'ici en fait. Pour mon anniversaire, ils m'ont offert ce poney noir. Je l'ai appelé Tonnerre parce qu'il avait peur des orages,
Un sourire nostalgique traversa son visage. C était mon meilleur ami pendant 3 étés. Puis, sa voix s'éteignit, la douleur du souvenir se mélangeant à celle de sa jambe. Puis, encouragea doucement Elisabeth, il y a eu un accident, un orage, justement. Tonnerre s'est enfui, paniqué. Il a disparu dans les montagnes. Nous l'avons cherché pendant des jours, mais... Mathieu secoua la tête. Il n'est jamais revenu. J était dévasté. L était suivant. Mes parents ont vendu la maison. Nous ne sommes jamais revenus dans les Pyrénées. Jusqu'à aujourd'hui, compléta Elisabeth, son regard scrutant Mathieu avec une intensité troublante. Jusqu'à aujourd'hui, confirma-t-il. Mais c'est impossible que ce soit le même animal. Un poney ne devient pas un étalon sauvage. Et aucun cheval ne vit aussi longtemps. Impossible, répéta Elisabeth, comme si elle pesait le mot. Dans ma longue vie, j'ai appris que ce mot a peu de place dans ces montagnes. Un silence s'installa, seulement troublé par le craquement du feu et le vent qui s'était levé dehors, sifflant autour de la cabane. « Vous pensez que c'est lui ?» demanda finalement Mathieu, surpris par l'espoir irrationnel qui colorait sa voix. « Et vous pensez que c'est mon tonnerre ?» Elisabeth se leva, prenant l'assiette vide. « Je pense que le hasard n'existe pas, monsieur Beaumont, pas dans le Val des Ombres. » Mathieu fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Je ne vous l'ai pas dit. » Un sourire énigmatique étira les lèvres fines de la vieille femme. « Votre appareil photo » dit-elle simplement, indiquant d'un geste le sac de Mathieu, posé dans un coin. Miraculeusement intact, votre nom est gravé dessus. Oh, Mathieu se sentit stupide, bien sûr. Reposez-vous maintenant, conseilla Elisabeth. La tisane va bientôt faire effet. Déjà, Mathieu sentait ses paupières s'alourdir, la douleur de sa jambe s'estompant sous l'effet des plantes. Merci, murmura-t-il, pour tout. Elisabeth inclina la tête en signe de reconnaissance, puis se dirigea vers la porte. « Où allez-vous » demanda Mathieu, luttant contre le sommeil. « Nourrir mes chèvres » répondit-elle, « et peut-être parler à un vieil ami. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Mathieu sombra dans un sommeil profond, peuplé de rêves où un petit garçon riait dans un pré ensoleillé, courant aux côtés d'un poulain noir aux yeux étrangement humains. 3 jours passèrent, rythmés par les soins qu'Elisabeth prodiguait à la jambe de Mathieu, les tisanes aux goûts improbables et les longues conversations au coin du feu. La tempête qui s'était levée le premier soir, était installée sur la vallée, emprisonnant Mathieu dans la cabane plus sûrement que sa blessure. Ce soir-là, la vieille femme avait préparé un ragoût de légumes qui mijotait doucement dans l'âtre, embaumant la pièce unique d'arômes réconfortants. Assis sur le bord du lit, sa jambe étendue devant lui, Mathieu feuilletait un ancien livre qu'Elisabeth lui avait prêté, un recueil de légendes pyrénéennes. « Écoutez celle-ci » dit-il, ajustant la lampe à huile pour mieux voir les pages jaunies. « Le cheval du pic du Midi ». Au XIIe siècle, un chevalier blessé lors d'une bataille contre les morts fut sauvé par un étalon noir qui le porta jusqu'à un monastère. Lorsque les moines sortirent au matin pour remercier l'animal, il avait disparu. On raconte que depuis, l'esprit de ce cheval protège les voyageurs perdus dans les montagnes. Elisabeth sourit énigmatiquement, remuant son ragoût. Les légendes sont souvent des vérités déguisées en fantaisie pour les rendre plus acceptables, dit-elle, ou pour cacher des secrets que certains préféreraient garder enfouis. Mathieu referma le livre, pensif. « Vous croyez vraiment que mon poney d'enfance et votre étalon sauvage pourraient être le même animal ?» Elisabeth quitta son fourneau pour s'asseoir face à lui, ses yeux bleus reflétant les flammes dansantes. « Que savez-vous réellement des chevaux, monsieur Beaumont ?»« Pas grand-chose, admit-il. Seulement ce que j'ai appris étant enfant, qu'ils vivent environ 25 à 30 ans, qu'un poney reste un poney. Il ne devient pas un grand étalon. » En temps normal, oui,
Elisabeth se pencha pour attraper un autre livre sur l'étagère, beaucoup plus ancien et relié de cuir craquelé. Mais le Val des Ombres n'obéit pas toujours aux règles du monde extérieur. Elle ouvrit le livre à une page marquée d'un ruban défraîchi. Le texte était manuscrit, dans une écriture ancienne que Mathieu peinait à déchiffrer. Au centre de la page, une illustration à l'encre représentait un cheval noir se cabrant devant ce qui ressemblait à une faille dans la roche d'une montagne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il intrigué. « Le journal d'un moine bénédictin, écrit en 1387. » Elisabeth caressa doucement la page, comme si elle touchait quelque chose de précieux. Frère Antoine décrit un lieu dans les Pyrénées qu'il appelle « la vallée entre les mondes ». Un endroit où le temps écoule différemment, où les animaux vivent plus longtemps et développent une intelligence presque humaine. Vous pensez que c'est cet endroit? Le Val des Ombres, j'en suis certaine. Elisabeth referma délicatement le livre. Je vis ici depuis 30 ans, monsieur Beaumont. J'ai vu des choses que la science ne peut pas expliquer. Des plantes qui guérissent des maladies incurables, des animaux qui communiquent entre eux d'une façon qui défie l'entendement. Et elle hésita. Un étalon noir qui ne semble pas vieillir. Un frisson parcourut l'échine de Mathieu. Et vous l'avez vu pendant tout ce temps? Pas constamment. Il vient et repart. Parfois, il disparaît pendant des années. Puis il revient, toujours le même. Elle sourit. Il m'a sauvé, moi aussi. Vous savez, il y a longtemps. Mathieu se redressa, soudain alerte. Comment ça? Elisabeth se leva pour servir 2 bols de ragoût, prenant son temps avant de répondre. J était jeune, à peine 30 ans. Une randonnée en solitaire qui a mal tourné. Une chute, comme vous. Elle lui tendit un bol fumant. J'aurais dû mourir de froid cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis réveillé au matin, blotti contre le flanc chaud d'un étalon noir. Et vous êtes resté ici depuis? L'endroit m'a appelé. Elle désigna la cabane d'un geste circulaire. Cette maison était abandonnée. Je l'ai réparée. J'ai adopté quelques chèvres. J'ai étudié les plantes locales, les animaux, les vieilles légendes. J'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue ailleurs. Mathieu mangea lentement, digérant ces informations avec son ragoût. Vous pensez que Tonnerre m'a reconnu? Après toutes ces années, les chevaux ont une mémoire exceptionnelle, répondit Elisabeth. Mais dans le Val des Ombres, cette mémoire pourrait transcender ce que nous considérons comme possible. Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. Demain, dit finalement Elisabeth, si la tempête se calme, nous pourrons peut-être avoir une confirmation. Comment ça? Il viendra, affirma-t-elle avec une certitude tranquille. Il vient chaque jour vérifier que vous allez bien. Je le vois près de la clôture des chèvres, observant la cabane. Le cœur de Mathieu s'accéléra à cette idée. Je voudrais le voir, vous le verrez. Elisabeth sourit. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à accepter ce que vous verrez? Avant que Mathieu puisse répondre, un hennissement puissant retentit au dehors, audible même à travers le rugissement de la tempête. Mathieu tressaillit, renversant presque son bol. C'est lui! Elisabeth se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Elle écarta légèrement le rideau, révélant l'obscurité extérieure percée par la neige tourbillonnante. « Oui, confirma-t-elle, il semble agité ce soir. » Le hennissement retentit à nouveau, plus urgent cette fois. « Quelque chose ne va pas, » murmura Elisabeth, fronçant les sourcils. Mathieu se leva péniblement, s'appuyant sur une béquille de fortune qu'Elisabeth avait fabriquée pour lui. « Laissez-moi voir. » En boitillant, il rejoignit la fenêtre. Au début, il ne distingua rien dans le chaos blanc de la tempête. Puis, une forme sombre se matérialisa, l'imposante silhouette de Tonnerre, sa crinière et sa queue fouettées par le vent violent. Elle, étalon, se cabrait, frappant le sol de ses sabots, son attitude exprimant clairement une urgence, un avertissement.
Il essaie de nous dire quelque chose, dit Mathieu, une certitude inexplicable dans la voix. Élisabeth acquiesça, son visage soudain grave. « Je crains que nous ne soyons plus seuls dans le Val des Ombres, monsieur Beaumont. » L'aube se leva sur un paysage transformé. La tempête S était calmée pendant la nuit, laissant derrière elle un manteau de neige immaculé qui scintillait sous les premiers rayons du soleil. Debout sur le seuil de la cabane, emmitouflé dans un épais manteau prêté par Élisabeth, Mathieu observait les montagnes environnantes, leurs sommets maintenant plus proches et plus menaçants dans leur parure blanche. « La première neige », murmura Élisabeth en le rejoignant, 2 tasses fumantes à la main. Bien trop tôt cette année, le Val des Ombres s'inquiète. Mathieu accepta la tasse avec gratitude, laissant la chaleur du thé réchauffer ses mains glacées. Vous parlez de cette vallée comme si elle était vivante, parce qu'elle l'est à sa manière. Élisabeth scruta l'horizon, ses yeux plissés contre la réverbération aveuglante. Les anciens disaient que les Pyrénées respirent, qu'elles ressentent. Pas comme nous, bien sûr, mais d'une façon plus profonde, plus ancienne. Mathieu but une gorgée, savourant la saveur amère et légèrement sucrée. Vous pensez que la montagne a peur de nos visiteurs? La montagne ne craint personne, monsieur Beaumont, mais elle protège les siens. Après l'avertissement de Tonnerre la veille, ils avaient veillé tard, scrutant l'obscurité, mais la tempête avait masqué toute trace d'intrus potentiel. Ce matin, cependant, les preuves étaient là, imprimées dans la neige fraîche, des empreintes de bottes, au moins 3 personnes, descendant le versant nord vers la vallée. Des randonneurs égarés, avait suggéré Mathieu, sans vraiment y croire lui-même. En cette saison, avec ce temps, Élisabeth avait secoué la tête. Non, ces gens savent exactement où ils vont. Maintenant, scrutant les traces qui se dirigeaient vers le cœur de la vallée, Mathieu sentait une inquiétude croissante. Quelque chose dans ces empreintes régulières, déterminées, évoquait un but précis, une mission. Pas le cheminement hésitant de randonneurs perdus. Si la tempête ne les a pas fait rebrousser chemin, ils doivent être bien équipés, observa-t-il, ou bien désespérés. Ou dangereux. Élisabeth se tourna vers lui, son visage soudain plus âgé dans la lumière crue du matin. Nous devons rester vigilants. Cette vallée garde des secrets que certains convoitent depuis longtemps. Quel genre de secrets? Avant qu'Élisabeth puisse répondre, un hennissement retentit dans l'air cristallin. Tonnerre apparut au sommet d'une crête voisine, sa silhouette noire se découpant magistralement contre le ciel bleu. Même à cette distance, Mathieu pouvait sentir l'intensité de son regard. « Il vous appelle », dit simplement Élisabeth. Une étrange certitude envahit Mathieu. Sans un mot, il tendit sa tasse à la vieille femme et s'avança dans la neige, s'appuyant lourdement sur sa béquille improvisée. Sa jambe blessée protestait à chaque pas, mais une force inexplicable le poussait en avant. Tonnerre descendit la pente, ses mouvements fluides et mesurés, comme s'il comprenait la difficulté de Mathieu à se déplacer. Ils se rencontrèrent à mi-chemin, entre la cabane et la crête, dans un petit vallon protégé du vent. Face à face, homme et cheval s'observèrent en silence. Mathieu fut frappé à nouveau par la taille imposante de El Étalon, bien plus grand que dans ses souvenirs d'enfance. Sa robe noire luisait sous le soleil sans la moindre tache blanche. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent Mathieu, d'un brun profond presque noir, reflétant une intelligence qui dépassait l'entendement animal. « C'est vraiment toi, n'est-ce pas ?» murmura Mathieu, tendant lentement une main tremblante. Tonnerre abaissa sa tête massive, poussant doucement son museau contre la paume offerte. Ce contact déclencha une vague de souvenirs chez Mathieu, des images d'un petit garçon riant dans un pré estival, montant fièrement son poney noir sous le regard bienveillant de son père, partageant des pommes croquantes lors de pique-niques au bord d'un ruisseau. « Comment est-ce possible ?» chuchota-t-il, les larmes aux yeux. « Tu devrais être mort. » Le mot resta suspendu entre eux, non prononcé mais présent. Tonnerre hennit doucement, comme pour répondre à la question inachevée. Puis, dans un geste qui stupéfia Mathieu,
Elle, Étalon, s'agenouilla dans la neige, exactement comme il l'avait fait sur la corniche. Une invitation silencieuse. « Tu veux que je monte ?» Mathieu hésita, jetant un regard vers la cabane où Élisabeth observait la scène. « Ma jambe !» Comme s'il comprenait parfaitement, Tonnerre se positionna de façon à ce que Mathieu puisse monter plus facilement. Abandonnant sa béquille dans la neige, le photographe s'agrippa à la crinière épaisse et se hissa maladroitement sur le dos puissant. À peine fut-il installé que l'étalon se releva avec une douceur calculée. La sensation était à la fois étrangement familière et totalement nouvelle. Jamais, même enfant, Mathieu n'avait monté Tonnerre accru. La chaleur de l'animal filtrait à travers ses vêtements, réconfortante contre le froid mordant. Sans attendre d'instructions, Tonnerre se mit en mouvement, traversant le vallon d'un pas tranquille mais déterminé. Mathieu s'abandonna à cette étrange chevauchée, instinctivement en harmonie avec les mouvements de Étalon. Ils s'éloignèrent de la cabane, suivant un sentier invisible que seul Tonnerre semblait connaître. La vallée s'ouvrait devant eux, révélant des recoins que Mathieu n'aurait jamais découverts seul, de petites grottes dissimulées dans la roche, des sources fumantes qui perçaient la neige, des passages étroits entre les falaises. « Où m'emmènes-tu » murmura Mathieu, mais Étalon continua sans répondre, son pas sûr et confiant. Après une vingtaine de minutes, ils atteignirent une zone boisée que la neige n'avait que partiellement recouverte. Tonnerre ralentit, ses oreilles soudain dressées, tous ses sens en alerte. Mathieu sentit les muscles puissants se tendre sous lui. « Qu'y a-t-il » chuchota-t-il, scrutant les alentours. Un craquement de branches résonna dans le silence, suivi de voix étouffées. Tonnerre se figea, immobile comme une statue de ébène. À travers les arbres, Mathieu aperçut un mouvement, 3 silhouettes vêtues de parkas blanches camouflées, progressant avec précaution dans le sous-bois. Des chasseurs. Elle, évidence, le frappa comme un coup de poing. Leur équipement, leur façon de se déplacer, les fusils à lunettes qu'ils portaient, tout indiquait des professionnels, et certainement pas des randonneurs égarés. « Doit être quelque part par ici », disait l'un d'eux, un homme massif à la barbe grisonnante. Duval a été formel, un étalon noir, plus grand que la normale. Ça vaut une fortune sur le marché asiatique. Si cette bête existe vraiment, répondit un autre, plus jeune, moi, je commence à croire qu'on poursuit un fantôme. Tais-toi, Pascal, intervint le troisième, sa voix tranchante comme une lame. Rémi Chassagne ne se déplace jamais pour rien. Si je dis que cet étalon existe, c'est qu'il existe. Mathieu sentit son sang se glacer. Ces hommes étaient là pour Tonnerre, des braconniers, probablement attirés par les rumeurs locales sur le mystérieux étalon noir du Val des Ombres. Sous lui, Tonnerre tremblait légèrement, non de peur, réalisa Mathieu, mais de rage contenue, comme s'il comprenait parfaitement les intentions des intrus. « On ne les laissera pas te prendre », chuchota Mathieu à l'oreille dressée de Étalon. « Jamais. » Comme en réponse, Tonnerre recula lentement, silencieusement, s'éloignant des chasseurs sans trahir leur présence. Puis, dès qu'ils furent hors de portée de voix, l'animal fit volte-face et s'élança au galop, retournant vers la cabane d'Élisabeth. La vitesse était grisante, même avec la douleur lancinante dans sa jambe blessée. Mathieu se pencha en avant, son visage enfoui dans la crinière flottante, se laissant porter par la puissance brute de Étalon. Il comprenait maintenant, Tonnerre ne l'avait pas simplement emmené en promenade. Il lui avait montré le danger qui rôdait dans la vallée. Lorsqu'ils atteignirent la cabane, Élisabeth les attendait à l'extérieur, son visage marqué par l'inquiétude. « Des braconniers !» annonça Mathieu, avant même que Tonnerre se soit complètement arrêté. « 3 hommes armés, ils chassent Tonnerre !» Le visage d'Élisabeth se durcit, ses yeux bleus s'assombrissant comme un ciel d'orage. « Je le craignais, » dit-elle simplement. « Aidez-moi à rentrer les chèvres, puis nous devons parler. » Avec l'aide de Tonnerre, qui semblait comprendre instinctivement ce qu'on attendait de lui,
Ils rassemblèrent rapidement le petit troupeau dans l'enclos, attenant à la cabane. Elle, Étalon, refusa cependant d'entrer dans l'enceinte, malgré les encouragements de Mathieu. « Il ne peut pas rester ici », expliqua Élisabeth. « C'est trop dangereux maintenant. Où ira-t-il ? Il connaît des endroits où les hommes ne peuvent pas le suivre, » répondit-elle énigmatiquement. « Mais il reviendra, pour vous. » Mathieu s'approcha de Tonnerre, posant son front contre celui de Elle, Étalon, dans un geste d'intimité spontanée. « Fais attention à toi, » murmura-t-il. « Ne les laisse pas t'attraper. » Elle, Étalon hennit doucement, puis, après un dernier regard qui sembla transpercer le âme de Mathieu, il fit volte-face et disparut dans la forêt enneigée, sa silhouette sombre se évanouissant comme un rêve au réveil. À l'intérieur de la cabane, Élisabeth sortit une vieille boîte en bois de sous son lit. Quand elle l'ouvrit, Mathieu fut surpris d'y découvrir un revolver ancien, mais bien entretenu. « Vous n'espérez pas affronter 3 hommes armés avec ça ?» demanda-t-il, incrédule. « Ce n'est pas pour eux. » Élisabeth vérifia le barillet avec l'aisance née de l'habitude. « C'est pour nous protéger si nécessaire, mais notre meilleure défense reste le Val des Ombres lui-même. Que voulez-vous dire ?» La vieille femme rangea l'arme dans la poche de son tablier et se tourna vers Mathieu, son regard soudain plus ancien que les montagnes elles-mêmes. « Cette vallée a ses propres règles, Monsieur Beaumont, et ses propres façons de se débarrasser des intrus indésirables. » La nuit tomba sur le Val des Ombres, plus sombre et menaçante que jamais. Dans la cabane, Mathieu et Élisabeth avaient préparé leur défense, des volets solidement barricadés, la porte renforcée par une lourde commode et une vigilance aiguisée par l'inquiétude. Assis près de la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour surveiller l'extérieur, Mathieu sentait une étrange familiarité avec cette situation. Combien de fois, dans sa carrière de photographe animalier, était-il retrouvé dans des affûts semblables, attendant patiemment que la nature lui révèle ses secrets. Mais cette fois, ce N n'était pas lui qui chassait, était lui qui était traqué. « Et ils ne viendront pas cette nuit », dit doucement Élisabeth, assise près du feu, ses mains ridées occupées à tresser des tiges de plantes séchées. Pas avant d'avoir trouvé leur véritable proie. « Tonnerre » murmura Mathieu, le nom résonnant étrangement dans la pénombre de la cabane. « Oui », Élisabeth noua un brin d'herbe avec une dextérité surprenante. « C'est lui qu'ils veulent. » Mais s'ils découvrent notre présence, nous deviendrons des complications à éliminer. La brutalité de ces mots contrastait avec la tranquillité apparente de la vieille femme. « Comment pouvez-vous rester si calme ?» demanda Mathieu, éloignant de la fenêtre pour se rapprocher du feu. « J'ai vécu longtemps dans ces montagnes, Monsieur Beaumont. J'ai appris que la panique est un luxe que l'on ne peut s'offrir en situation de danger. » Elle leva ses yeux perçants vers lui, et puis, j'ai foi en la vallée et en Tonnerre. Ce braconnier, Chassagne, semblait très déterminé, dit Mathieu, s'asseyant lourdement sur une chaise, sa jambe blessée le faisant souffrir après une journée d'activité. Rémi Chassagne. Élisabeth prononça ce nom comme une malédiction. J'ai entendu parler de lui. Un homme sans scrupules qui fournit des animaux rares à des collectionneurs fortunés, ou des parties d'animaux, selon la demande. Mathieu frissonna à cette idée. L'image de Tonnerre abattu pour sa viande, sa peau ou quelques supposées propriétés médicinales lui retourna l'estomac. Comment ont-ils entendu parler de lui? Vous m'avez dit que peu de gens connaissaient cette vallée. Les secrets finissent toujours par filtrer. Élisabeth se leva pour verser du thé dans 2 tasses ébréchées, une légende racontée dans un bar. Un berger parlant d'un étalon mystérieux à un touriste. La rumeur grandit, se déforme, attire l'attention de gens comme Chassagne. Elle tendit une tasse à Mathieu. « Buvez, c'est de la valériane et de la passiflore. Ça vous aidera à rester calme tout en restant alerte. » Mathieu but une gorgée, appréciant la chaleur qui se répandit dans sa poitrine. « Ce qui me perturbe le plus,
dit-il après un moment, c'est cette connexion inexplicable entre Tonnerre et moi. Je sens, je ne sais pas comment l'expliquer, comme si une partie de lui était en moi. Ou une partie de moi en lui. Élisabeth hocha lentement la tête, comme si elle attendait cette confession depuis longtemps. Les anciens croyaient que certains animaux et certains humains partagent ce qu'ils appelaient une âme jumelle. Pas au sens romantique moderne, mais comme deux êtres liés par un destin commun, par une compréhension qui transcende les barrières des espèces. Vous pensez que c'est ce qui nous lie, Tonnerre et moi? Je pense, dit-elle prudemment, que votre rencontre d'enfance a créé un lien que même 20 années de séparation n'ont pu rompre, et le Val des Ombres a amplifié ce lien. Mathieu fixa les flammes, méditatif. Quand J était sur son dos aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je pouvais percevoir ses émotions, ses intentions. C'est possible. Élisabeth sourit mystérieusement. Dans cette vallée, beaucoup de choses sont possibles. Un craquement soudain à l'extérieur les fit taire tous les deux. Mathieu se précipita vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau. La lune, presque pleine, baignait le paysage enneigé d'une lumière spectrale, révélant des ombres mouvantes à la lisière de la forêt. « Ils sont là !» chuchota-t-il. Élisabeth le rejoignit, son visage impassible malgré la menace. 3 silhouettes émergèrent des arbres, avançant prudemment vers la cabane. Leur camouflage blanc les rendait presque invisibles dans la neige, mais la lueur lunaire trahissait leur progression. « Ils ont trouvé la cabane plus vite que je ne le pensais, » murmura Élisabeth. « Que fait-on » Mathieu sentit son pouls s'accélérer, l'adrénaline effaçant momentanément la douleur de sa jambe. « On attend. » La main d'Élisabeth se posa sur le revolver dans la poche de son tablier. Ils doivent d'abord découvrir qui nous sommes, ce que nous savons. Les 3 hommes s'arrêtèrent à une 50aine de mètres de la cabane, se regroupant pour discuter. Même à cette distance, Mathieu pouvait distinguer la carrure imposante de Chassagne, sa barbe grise captant la lumière lunaire. Ils vont encercler la cabane, prédit Mathieu, son expérience d'observation de prédateurs lui permettant d'anticiper leur stratégie. Comme pour confirmer ses paroles, les 3 hommes se séparèrent. Le plus jeune, Pascal, se rappela Mathieu, se dirigeant vers l'arrière de la maison, tandis que les 2 autres se positionnaient de part et d'autre. « Nous sommes piégés », constata-t-il, un nœud se formant dans son estomac. « Pas encore. » Élisabeth S. éloigna de la fenêtre, son expression résolue. « Il y a un passage sous la cabane. Une ancienne cave qui débouche dans la forêt, à 50 mètres d'ici. Quoi? Vous ne me l'avez jamais mentionné? Je ne mentionne jamais toutes mes cartes, monsieur Beaumont. C'est ainsi qu'on survit dans les montagnes. » Elle se dirigea vers un tapis élimé près de la cheminée et le tira, révélant une trappe dissimulée. « Vous devez partir, maintenant, et vous abandonner ici. »« Jamais! Ne soyez pas stupide !» siffla Élisabeth, son visage soudain dur. « Avec votre jambe, vous ne ferez que me ralentir en cas de fuite. Et nous avons besoin que quelqu'un prévienne les autorités. »« Il n'y a pas de réseau ici, » lui rappela Mathieu. « Au sommet de la crête et, à environ 2 kilomètres, vous capterez suffisamment pour appeler les secours. » Elle lui tendit un petit sac qu'elle avait préparé à l'avance. « Il y a de l'eau, quelques provisions, une couverture thermique et une carte. Je l'ai préparée cet après-midi, au cas où. » Mathieu hésita, déchiré entre la nécessité d'aller chercher de l'aide et son refus d'abandonner la vieille femme. « Et si Chassagne vous fait du mal ?» Élisabeth eut un sourire énigmatique. « J'ai survécu dans cette vallée pendant 30 ans, monsieur Beaumont. Ces montagnes me protègent. Et je sais me défendre. » Un bruit à la porte interrompit leur conversation, un grattement furtif comme quelqu'un testant la serrure. « Allez-y » insista Élisabeth, soulevant la trappe. « Suivez le tunnel jusqu'au bout, puis dirigez-vous vers l'est. Tonnerre vous trouvera. » Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce qu'il vous a déjà trouvé une fois, dans toute l'immensité de ces montagnes. Il vous retrouvera,
Mathieu, comprenant la sagesse de ce plan, acquiesça à contre-cœur. Il prit le sac, puis, dans un élan d'affection, serra brièvement la vieille femme contre lui. « Soyez prudente, murmura-t-il, vous aussi. Et n'oubliez pas, dans le Val des Ombres, croyez en l'impossible. » Mathieu s'engagea dans l'ouverture, découvrant un étroit passage taillé dans la roche, à peine assez haut pour qu'il puisse s'y tenir courbé. Élisabeth referma la trappe au-dessus de lui, le plongeant dans une obscurité absolue. Pendant quelques secondes, il resta immobile, désorienté, sa respiration résonnant contre les parois de pierre. Puis, se rappelant la situation urgente, il sortit son téléphone pour utiliser la lampe torche. Le faible halo bleuté révéla un tunnel humide s'enfonçant dans la terre. S'appuyant contre la paroi pour soulager sa jambe blessée, Mathieu avança lentement, chaque pas un défi dans cet espace confiné. Le passage semblait ancien, probablement creusé des siècles auparavant, peut-être par des contrebandiers ou des bergers cherchant refuge pendant les tempêtes hivernales. Après ce qui lui sembla une éternité, mais qui ne devait être que quelques minutes, le tunnel S élargit légèrement, puis s'inclina vers le haut. Mathieu accéléra autant que sa jambe le lui permettait, poussé par l'urgence et l'inquiétude pour Élisabeth. Enfin, il aperçut une lueur faible devant lui, la sortie. Le tunnel débouchait, comme promis, à l'orée de la forêt, dissimulé par des buissons épais. Mathieu émergea dans l'air glacial de la nuit, le souffle court, ses poumons brûlants après l'atmosphère confinée du passage souterrain. S'orientant rapidement, il repéra la crête mentionnée par Élisabeth, une arête rocheuse qui se découpait contre le ciel étoilé à l'est. Sans hésiter, il s'enfonça dans la forêt, déterminé à atteindre un point où il pourrait appeler des secours. La progression était difficile avec sa jambe blessée et la neige profonde, mais l'adrénaline et la peur pour Élisabeth le poussaient en avant. Il avait parcouru peut-être 500 mètres quand un bruit de détonation déchira le silence nocturne. Un coup de feu provenant de la direction de la cabane. Mathieu s'immobilisa, le cœur battant la chamade. « Élisabeth !» murmura-t-il, imaginant le pire. Un second coup de feu retentit, puis un troisième, suivi de cris lointains. Le besoin d'aider la vieille femme luttait avec la nécessité d'aller chercher des secours. Mathieu resta paralysé par ce dilemme, jusqu'à ce qu'un hennissement puissant brise le silence revenu. « Tonnerre !» s'exclama-t-il, pivotant vers la source du son. Elle, étalon noir apparut entre les arbres comme une manifestation de la nuit elle-même, sa robe absorbant la lumière lunaire plutôt que de la refléter. Il s'approcha de Mathieu, ses naseaux dilatés exhalant des nuages de vapeur dans l'air glacé. « Élisabeth est en danger », dit Mathieu, sachant au fond de lui que l'animal comprenait, des coups de feu à la cabane. Tonnerre hennit à nouveau, pivotant son corps massif pour présenter son flanc à Mathieu, une invitation claire. Sans hésitation, Mathieu grimpa sur le dos de l'étalon, s'agrippant à sa crinière épaisse. À peine fut-il installé que Tonnerre S élança, non pas vers la cabane comme il s'y attendait, mais plus profondément dans la forêt, gravissant la pente vers la crête est. « Non, la cabane est par là !» protesta Mathieu, tirant instinctivement sur la crinière. Mais Tonnerre ignora ses directives, continuant sa course déterminée vers le sommet. Mathieu comprit alors, l'étalon suivait le plan d'Élisabeth, le conduisant vers un point où il pourrait appeler des secours. La lune éclairait leur chemin tandis qu'ils grimpaient, Tonnerre trouvant sans hésitation les passages les plus praticables dans la neige profonde. Malgré l'urgence de la situation, Mathieu ne put s'empêcher d'admirer la puissance et la grâce de l'animal sous lui, si différent du petit poney de son enfance, et pourtant indéniablement le même être. Ils atteignirent le sommet de la crête en un temps remarquablement court. Tonnerre s'arrêta, soufflant fort mais pas essoufflé, sur un promontoire rocheux qui dominait toute la vallée. De là, Mathieu pouvait voir la cabane d'Élisabeth, une petite tache de lumière dans l'obscurité.
Des silhouettes s'agitaient autour, les braconniers, sans doute. Mais aucun signe de la vieille femme. Mathieu sortit son téléphone, le cœur battant. Une barre de réseau apparut, puis deux. Suffisant. Il composa le numéro d'urgence, priant pour que Elisabeth soit encore en vie. Gendarmerie nationale, quelle est votre urgence? La voix grésillante au bout de la ligne semblait venir d'un autre monde. Je m'appelle Mathieu Beaumont, je suis dans les Pyrénées, dans une vallée appelée le Val des Ombres, expliqua-t-il, luttant pour garder sa voix calme malgré l'urgence. Une femme est en danger. Des braconniers armés ont encerclé sa cabane. J'ai entendu des coups de feu. Votre localisation exacte, monsieur? Mathieu hésita. Comment expliquer qu'il se trouvait dans un lieu qui n'apparaissait sur aucune carte moderne? Près de Saint-Bertrand de Comminges. La vallée se situe à environ 6 km au nord-est du village. Une femme âgée, Elisabeth Dufour, vit seule dans une cabane. 3 hommes armés, des braconniers, l'ont trouvée. Et vous, monsieur, où êtes-vous exactement? Sur une crête surplombant la vallée. Je me suis échappé par un passage souterrain. Les braconniers sont dirigés par un homme appelé Rémi Chassagne. Ils sont venus pour capturer un étalon sauvage, mais maintenant Elisabeth est en danger. Il y eut un silence au bout de la ligne, et Mathieu pouvait presque sentir le scepticisme de son interlocuteur. « Chassagne, vous dites ?» La voix avait changé de ton. « Nous connaissons cet individu. Une patrouille sera envoyée immédiatement. Restez en lieu sûr et ne retournez pas vers la cabane. Pouvez-vous partager votre géolocalisation? Je vais essayer. » Mathieu manipula son téléphone pour envoyer ses coordonnées GPS, priant pour que la connexion tienne assez longtemps. « Bien reçu, monsieur Beaumont. Les secours sont en route. » Temps d'arrivée estimé, 40 minutes à 1 heure, selon les conditions d'accès. 1 heure? Mathieu sentit son cœur se serrer. Mais Elisabeth, ne vous mettez pas en danger, monsieur. Les gendarmes sont formés pour ce genre de situation. Restez où vous êtes et... La communication se coupa brusquement, le signal ayant disparu. Mathieu fixa son téléphone, partagé entre le soulagement d'avoir pu contacter les secours et la frustration de savoir qu'il n'arriverait pas avant 1 heure. Tonnerre hennit doucement, comme pour l'interroger. « Les secours arrivent ?» dit Mathieu, caressant l'encolure puissante de l'étalon. « Mais pas avant 1 heure. » Elisabeth ne tiendra peut-être pas jusque-là. Il scruta à nouveau la vallée en contrebas, où la cabane N était plus qu'un point lumineux dans l'obscurité. Les silhouettes ne s'agitaient plus autour, les braconniers devaient être entrés. « Nous devons y retourner, » décida-t-il, la détermination remplaçant la peur dans sa voix. « Je ne peux pas l'abandonner. » Tonnerre sembla comprendre. Sans attendre de directive, il pivota et commença à descendre la crête, choisissant un chemin différent de celui par lequel ils étaient venus, plus direct, mais aussi plus escarpé. « Tu connais un raccourci ?» murmura Mathieu, s'agrippant à la crinière épaisse, tandis que l'étalon négociait la pente avec une assurance surréaliste. Leur descente fut rapide, presque irréelle. Tonnerre se déplaçait avec une agilité qui défiait sa taille, trouvant des appuis invisibles dans la neige, évitant instinctivement les zones dangereuses. Mathieu se laissa guider, comprenant que l'animal connaissait ces montagnes mieux que quiconque. À mi-chemin, Tonnerre s'arrêta soudain, ses oreilles dressées, tous ses sens en alerte. Mathieu, tendu, scruta les alentours. Un mouvement attira son attention. Une silhouette se déplaçait entre les arbres en contrebas, progressant difficilement dans la neige. « Elisabeth » chuchota-t-il, plissant les yeux pour mieux voir dans la pénombre. Comme en réponse, Tonnerre hennit doucement, puis reprit sa descente, se dirigeant droit vers la silhouette. À mesure qu'ils approchaient, Mathieu reconnut la démarche caractéristique de la vieille femme, mais quelque chose n'allait pas. Elle titubait, s'appuyant lourdement sur ce qui semblait être un bâton. « Elisabeth » appela-t-il dès qu'ils furent assez proches. Elle leva la tête, son visage pâle se détachant dans l'obscurité.
Mathieu, est-ce vous » Tonnerre s'arrêta près d'elle, permettant à Mathieu de glisser maladroitement au sol. La douleur dans sa jambe blessée, momentanément oubliée pendant la chevauchée, revint comme une punition. « Vous êtes blessé » constata-t-il, notant la façon dont elle se tenait le côté. « Ce n'est rien. » Elle tenta un sourire qui se transforma en grimace. Une égratignure, ce Chassagne tire comme un débutant. « Vous avez été touché ?» Mathieu sentit la panique monter en lui. « Il faut vous emmener à l'hôpital immédiatement. J'ai appelé les secours. » Il... « Pas maintenant » coupa Elisabeth, son regard soudain intense. « Ils arrivent. »« Qui ?»« Les gendarmes ?»« Non, eux. » Elle pointa derrière elle, vers le sentier qu'elle venait de parcourir. « Chassagne et ses hommes. Ils me poursuivent. » Comme pour confirmer ses paroles, un cri de rage retentit dans la nuit, suivi d'un ordre aboyé. « Là-bas, je les vois !»« Montez !» ordonna Mathieu, aidant Elisabeth à grimper sur le dos de Tonnerre malgré ses protestations. Il se hissa ensuite derrière elle, la soutenant tandis que l'étalon, comprenant l'urgence, s'élançait déjà entre les arbres. « Ils ont vu le étalon !» dit Elisabeth, sa voix tendue par la douleur. Chassagne est devenu fou. Il parle de millions d'euros, de spécimens uniques. Que s'est-il passé à la cabane ? Demanda Mathieu, tandis que Tonnerre les emportait toujours plus profondément dans la forêt. Ils sont entrés. J'ai tiré en l'air pour les effrayer, mais Chassagne a riposté. La balle m'a frôlé les côtes. Elle toussa, un son inquiétant dans la nuit froide. J'ai réussi à échapper par le passage souterrain, mais ils m'ont suivi. Ils connaissaient son existence. Comment est-ce possible? Quelqu'un le leur a dit, quelqu'un qui connaît la vallée. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid parcourut l'échine de Mathieu. L'idée que quelqu'un ait trahi les secrets du Val des Ombres, mettant en danger Elisabeth et Tonnerre, lui était insupportable. Derrière eux, des voix et le craquement de branches indiquaient que les poursuivants se rapprochaient. Tonnerre accéléra, son souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. « Où va-t-il » demanda Mathieu, réalisant que elle et Talon ne suivaient aucun sentier visible, mais semblaient se diriger vers une zone particulièrement dense de la forêt. « Au cœur de la vallée » répondit Elisabeth, sa voix soudain teintée d'un respect mêlé de crainte. « L'endroit que les anciens appelaient le sanctuaire. » Tonnerre galopait maintenant, slalomant entre les arbres avec une précision qui semblait impossible dans l'obscurité. Mathieu sentait sous lui la puissance brute de l'animal, mais aussi quelque chose d'autre, une énergie qui semblait émaner non pas de Tonnerre, mais du paysage lui-même. La forêt S éclaircit soudain, révélant une clairière parfaitement circulaire. Au centre, un cercle de pierre dressé, semblable à un petit Stonehenge, luisait faiblement sous la lumière lunaire. Tonnerre s'arrêta au bord de ce cercle, comme hésitant à y pénétrer. « Qu'est-ce que c'est » souffla Mathieu, aidant Elisabeth à descendre. « Un lieu ancien » répondit-elle, s'appuyant lourdement sur lui. Certains disent qu'il date des Celtes, d'autres qu'il est bien plus vieux encore. Tonnerre hennit doucement, poussant Mathieu du museau vers l'intérieur du cercle. « Il veut que nous entrions » comprit Mathieu. « Oui. » Elisabeth fit un pas en avant, grimaçant de douleur. « Le sanctuaire offre une protection à ceux que la vallée reconnaît comme siens. » Les cris de leurs poursuivants se rapprochaient inexorablement. Mathieu n'hésita plus, soutenant Elisabeth. Il la guida à l'intérieur du cercle de pierre. Dès qu'ils en franchirent de la limite, une sensation étrange l'envahit, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, plus vivant. « Tu ne viens pas ?» demanda-t-il à Tonnerre, qui restait à l'extérieur du cercle. Elle et Talon secoua sa tête massive, sa crinière flottant dans la brise nocturne. Puis, avec un dernier regard qui semblait transmettre 1000 messages silencieux, il fit volte-face et disparut dans la forêt. « Il va les éloigner de nous » expliqua Elisabeth, s'asseyant péniblement sur une pierre basse au centre du cercle. « C'est son choix. Mais ils vont le poursuivre. Ils pourraient le tuer. Ayez foi, Mathieu.
Élisabeth posa une main apaisante sur son bras. Tonnerre connaît le val des ombres mieux que quiconque. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, cette vallée protège les siens. Comme pour souligner ces paroles, un hennissement puissant retentit au loin, immédiatement suivi par des cris humains. Tonnerre avait trouvé les braconniers, ou plutôt, il s'était laissé trouver. « Il se sacrifie pour nous », murmura Matthieu, l'inquiétude et la culpabilité nouant son estomac. Non, la voix d'Élisabeth était ferme, malgré sa faiblesse croissante. Il joue le rôle qu'il a toujours joué dans cette vallée, le gardien, le protecteur. Des coups de feu résonnèrent, faisant sursauter Matthieu. Instinctivement, il voulut se précipiter hors du cercle, courir au secours de Tonnerre. Mais Élisabeth le retint avec une force surprenante pour une femme de son âge et dans son état. « Restez ici, le cercle vous protège. Si vous le quittez, son sacrifice sera vain. Mais s'il le tue... » « Écoutez !» interrompit Élisabeth. Au loin, le bruit d'un galop furieux se mêlait à d'autres sons plus étranges, des craquements, comme si les arbres eux-mêmes se déplaçaient, des hurlements de panique, un grondement sourd venant des profondeurs de la terre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Matthieu, les yeux écarquillés. « La vallée se réveille », répondit simplement Élisabeth, un sourire énigmatique aux lèvres malgré la douleur évidente qu'elle ressentait. J'ai toujours su que ce jour viendrait, le jour où le val des ombres révélerait sa véritable nature. Un cri déchirant traversa la nuit, un cri de terreur pure, humaine, puis un autre. Le troisième se transforma en un gargarisme étranglé qui glaça le sang de Matthieu. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qu'est-ce qui leur arrive ? La justice de la montagne !» dit Élisabeth. « Elle ne pardonne pas à ceux qui menacent ses enfants. » Soudain, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer légèrement. Les pierres du cercle semblèrent luire plus intensément, comme si elles absorbaient la lumière lunaire pour la concentrer. « Le sanctuaire répond », chuchota Élisabeth avec révérence. « Il n'a pas fait ça depuis... » Elle s'interrompit, ses yeux élargissant. Matthieu suivit son regard. À la lisière de la clairière, une silhouette massive venait d'apparaître. Tonnerre, sa robe noire luisant étrangement, comme parsemée d'étoiles. Mais ce n'était pas sa beauté surnaturelle qui avait coupé le souffle de Élisabeth. C'était la transformation évidente qui s'opérait en lui. Sous les yeux ébahis de Matthieu, les talons semblaient grandir, sa silhouette élargissant, sa crinière s'allongeant pour flotter autour de lui comme animée d'une vie propre. Ses yeux, normalement d'un brun profond, brillaient maintenant d'une lueur dorée qui illuminait la clairière comme deux petits soleils. « Ce n'est pas possible !» balbutia Matthieu. « Dans le val des ombres !» rappela doucement Élisabeth. « L'impossible devient possible !» Tonnerre, ou la créature qu'il était devenu, s'avança majestueusement vers le cercle de pierre. Chacun de ses pas laissait une empreinte lumineuse dans la neige, comme si l'énergie pure émanait de ses sabots. Il s'arrêta à la limite du cercle, inclinant sa tête massive vers Matthieu, dans un geste qui semblait être à la fois une salutation et une question. Sans réfléchir, poussé par un instinct plus ancien que la raison, Matthieu tendit la main vers l'étalon transfiguré. Leurs regards se croisèrent, bleu humain contre or surnaturel. Et dans ce contact, Matthieu sentit un flot d'émotions et d'images qui n'étaient pas les siennes envahir son esprit. Un petit garçon riant dans un pré ensoleillé, un orage terrifiant, la panique, la fuite, la chute dans un ravin. Puis la douleur, la transformation et l'éveil dans un corps différent, plus puissant. La découverte d'une vallée où le temps s'écoulait différemment, où les animaux pouvaient devenir plus que ce que la nature avait prévu. Des années de solitude à veiller sur les rares humains qui s'aventuraient dans ces montagnes. Le souvenir persistant d'un enfant aux yeux bleus qui offrait des pommes et des caresses. Et puis, la reconnaissance, l'incrédulité, la joie de retrouver cet enfant devenu homme. « Tonnerre !» murmura Matthieu, des larmes coulant librement sur ses joues. « Tu m'as attendu toutes ces années. » Elle et les talons hennit doucement.
un son qui semblait contenir toute la mélancolie et toute la joie du monde. « Il n'a pas seulement attendu, dit Élisabeth, sa voix faible mais émue. Il vous a cherché. » Chaque fois qu'il quittait la vallée pendant des mois, était pour vous retrouver. Matthieu tourna un visage stupéfait vers elle. « Comment le savez-vous » ? La vallée me parle, à sa façon. Elle sourit faiblement. Et lui aussi, parfois. Le sol vibra à nouveau, plus fortement cette fois. Au loin, le grondement s'intensifiait, comme si la montagne elle-même se déplaçait. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Matthieu, inquiet pour Élisabeth, dont le visage devenait de plus en plus pâle. « La tempête arrive, murmura-t-elle, la véritable tempête. Celle qui nettoie la vallée de ceux qui n'y appartiennent pas. » Comme pour confirmer ses paroles, un vent violent se leva soudain, charriant non pas de la neige, mais ce qui semblait être des particules de lumière, comme de la poussière d'étoiles, tourbillonnant autour du cercle de pierre. Tonnerre hennit à nouveau, plus puissamment cette fois, le son résonnant à travers la vallée comme un appel aux armes. D'autres hennissements lui répondirent, d'abord un, puis deux, puis une dizaine, provenant de toutes les directions. « Il n'est pas seul », comprit Matthieu, émerveillé. « Il n'a jamais été seul », confirma Élisabeth. « La vallée abrite bien des mystères, Matthieu, des mystères que peu d'humains ont le privilège de contempler. » Le vent s'intensifia, transformant les particules lumineuses en un tourbillon aveuglant qui enveloppait le cercle de pierre. À l'intérieur de cette barrière scintillante, Matthieu et Élisabeth étaient protégés de la fureur qui se déchaînait dans le reste de la vallée. Mais la vieille femme s'affaiblissait visiblement, sa blessure saignant à travers les bandages de fortune qu'elle avait appliqués. « Vous avez besoin d'un médecin, » dit Matthieu, ôtant sa veste pour l'enrouler autour d'Élisabeth. « Les secours ne seront pas là avant 1 heure. Je tiendrai, » assura-t-elle, bien que son teint cireux démentît ses paroles. « J'ai survécu à pire. » À l'extérieur du cercle, Tonnerre se tenait immobile. Sa silhouette transformée irradiant une lumière dorée qui contrastait avec l'obscurité environnante. Ses yeux, devenus 2 phares lumineux, fixaient un point au-delà de la clairière, comme s'il percevait des choses invisibles aux humains. Des sons étranges traversaient la nuit, des craquements de branches qui ne pouvaient être causés par le vent seul, des grondements sourds venant des profondeurs de la terre et par-dessus tout, ces hennissements multiples qui semblaient se répondre d'un bout à l'autre de la vallée. « Que font-ils aux braconniers ?» demanda Matthieu, à la fois fasciné et effrayé par le pouvoir qui se manifestait autour d'eux. Élisabeth ferma les yeux, comme si elle écoutait une voix lointaine. « La justice du Val des Ombres n'est pas celle des hommes, dit-elle finalement. Elle ne tue pas, elle transforme. » « Transforme ? Comment ça ?» Un cri perçant, mi-humain, mi-animal, retentit au loin, faisant dresser les cheveux sur la nuque de Matthieu. « Comme Tonnerre a été transformé, » expliqua Élisabeth, sa voix à peine audible au-dessus du rugissement du vent. La vallée change ceux qui y entrent, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, comme votre étalon, c'est un don, une évolution vers quelque chose de plus grand. Pour d'autres, comme ces hommes qui sont venus avec violence et cupidité. Elle laissa sa phrase en suspens, mais Matthieu comprit. La vallée reflétait ce que chacun apportait en son sein. L'amour, la curiosité et le respect étaient récompensés. La haine, l'avidité et la violence, punies. Soudain, à travers la barrière tourbillonnante de lumière, une silhouette apparut, titubant, vers le cercle de pierre. Matthieu plissa les yeux, tentant de distinguer l'identité de ce nouveau venu. C était le plus jeune des braconniers. Pascal, se rappela-t-il. Mais quelque chose n'allait pas. Sa démarche était étrange, saccadée, comme s'il réapprenait à marcher. Lorsqu'il s'approcha suffisamment pour que la lumière émise par Tonnerre, elle, éclaire, Matthieu retint un cri de stupeur. Le visage du jeune homme S était allongé, ses traits S étirant en un museau équin. Ses mains,
tendue devant lui dans un geste de supplication, n'était plus tout à fait humaine. Les doigts étaient fusionnés, les ongles épaissis en quelque chose qui ressemblait à des sabots naissants. « À l'aide !» balbutia la créature, sa voix encore reconnaissable, mais déformée par une bouche qui n'était plus adaptée au langage humain. « Pitié !»« Arrêtez ça !» Tonnerre se tourna vers l'hybride, ses yeux dorés luisant d'une émotion que Mathieu ne pouvait déchiffrer. Compassion ou jugement, peut-être les deux. Elle et Talon hennit doucement, comme s'il communiquait avec la créature. Pascal tomba à genoux, son corps parcouru de spasmes alors que la transformation se poursuivait. Des poils noirs perçaient à travers sa peau, sa colonne vertébrale se courbait en une nouvelle forme. « Où pouvons-nous l'aider ?» demanda Mathieu, horrifié et fasciné à la fois. « Non !» répondit Elisabeth. « Ce qui a commencé doit s'achever. C'est la loi de la vallée. Mais c'est inhumain. C'est justement le point, Mathieu. » Elisabeth posa une main apaisante sur son bras. Il devient ce qu'il a cherché à détruire. Pour comprendre, vraiment comprendre ce qu'il a fait, Tonnerre s'approcha de Pascal, sa présence majestueuse semblant accélérer la transformation. Le jeune braconnier poussa un dernier cri humain, qui se transforma en un hennissement alors que son corps achevait sa métamorphose. Là où s'était tenu un homme, se trouvait maintenant un jeune étalon brun, tremblant et désorienté. « Mon Dieu !» souffla Mathieu. « Et les autres ?» Comme en réponse à sa question, deux autres chevaux émergèrent de la forêt, l'un gris, l'autre bai. Leurs yeux, encore humains dans leur expression, reflétaient la terreur et la confusion. Chassagne et son acolyte, comprit Mathieu, transformé comme Pascal. Tonnerre hennit puissamment, un ordre évident dans ce son. Les trois nouveaux équidés, après un moment d'hésitation, baissèrent la tête en signe de soumission. Puis, comme obéissant à une directive silencieuse, ils s'éloignèrent vers la forêt, suivant ce qui semblait être d'autres chevaux à peine visibles dans la pénombre. « Où vont-ils » demanda Mathieu. « Rejoindre les autres » répondit Elisabeth. « Apprendre leur nouvelle existence, expier leurs fautes. Il y en a d'autres, comme eux. La vallée existe depuis des millénaires, Mathieu. Vous imaginez combien d'hommes cupides ont tenté de s'approprier ces secrets au fil des siècles? Cette révélation donna le vertige à Mathieu. Il regarda Tonnerre, se demandant si son poney d'enfance avait vraiment été transformé de la même manière que ses braconniers ou si son cas était différent. Comme s'il percevait ces questions, Tonnerre s'approcha du cercle de pierre. La barrière lumineuse s'ouvrit devant lui, lui permettant d'entrer dans le sanctuaire. Arrivée près de Mathieu, elle étalon s'agenouilla, l'invitant à monter une fois de plus. « Il veut me montrer quelque chose », comprit Mathieu. « Allez-y », encouragea Elisabeth, bien que sa voix fût de plus en plus faible. « Je suis en sécurité ici, le cercle me protège. Mais votre blessure, le temps écoule différemment dans le sanctuaire. Je serai encore là à votre retour. » Elle sourit faiblement. Certaines vérités ne peuvent être comprises que lorsqu'on les voit de ses propres yeux. Après une brève hésitation, Mathieu grimpa sur le dos de Tonnerre. Dès qu'il fut installé, elle, étalon, se releva et sortit du cercle, traversant la barrière lumineuse qui se referma derrière eux. La tempête mystique faisait toujours rage autour d'eux, mais Mathieu constata qu'elle ne les affectait pas. Les particules de lumière écartaient sur leur passage, formant un tunnel qui les guidait à travers la forêt. Tonnerre galopait maintenant, ses sabots effleurant à peine le sol, comme s'il courait sur l'air lui-même. La sensation était grisante, au-delà de tout ce que Mathieu avait jamais expérimenté. Ce N était plus un homme montant un cheval, mais deux êtres fusionnés en une seule conscience, partageant pensée et sensations. À travers cette connexion, Mathieu commença à comprendre. Les images affluaient dans son esprit, non pas imposées, mais partagées volontairement par Tonnerre. Il vit le petit poney noir, terrorisé par l'orage, s'enfuyant dans les montagnes.
La chute dans un ravin, les blessures mortelles, la résignation face à la mort imminente. Puis l'apparition d'autres chevaux, différents, lumineux, qui l'entourèrent et le guidèrent vers une vallée cachée. La guérison, lente et douloureuse. La transformation, non pas imposée comme punition, mais offerte comme un don. Le choix de l'accepter, motivé par le désir de retrouver un jour le petit garçon qui avait été son ami. Les années passées à explorer la vallée, à en apprendre les secrets, la découverte d'autres créatures transformées, certaines bienveillantes, d'autres amères et dangereuses. Le rôle de gardien, assumé volontairement pour protéger ce lieu sacré des intrusions malveillantes. Et toujours, cette recherche constante, ces voyages périodiques dans le monde extérieur, guidés par le souvenir d'un enfant aux yeux bleus et au rire facile. « Tu m'as cherché pendant 20 ans, murmura Mathieu, des larmes coulant sur ses joues. Tu n'as jamais abandonné. » Tonnerre hennit doucement, le son vibrant à travers leur connexion comme une confirmation. Ils atteignirent le sommet d'une colline, d'où la vallée entière s'étendait sous leurs yeux. De ce point de vue, Mathieu pouvait voir ce qui était invisible depuis le sol, des motifs complexes de lumière, parcourant le paysage comme des veines des énergies pures, convergeant vers le cercle de pierres au centre. Le Val des Ombres N était pas seulement un lieu géographique, mais un organisme vivant, conscient, ancien, et Hélène n'était pas seule. Dans la lueur étrange de la tempête mystique, Mathieu distingua des silhouettes équines dispersées à travers la vallée, des dizaines, peut-être des centaines, certaines brillant comme tonnerre, d'autres à peine visibles comme des ombres mouvantes. « Ils sont tous comme toi ?» demanda-t-il, stupéfait par l'ampleur de cette communauté cachée. Un hennissement affirmatif lui répondit, suivi d'une nouvelle vague d'images mentales, des chevaux de toutes races, de toutes époques, unis par la transformation que la vallée leur avait accordée. Certains avaient été des animaux ordinaires, d'autres des humains transformés en punition ou en rédemption. Soudain, Tonnerre se raidit sous lui, son attention fixée sur quelque chose en contrebas. Mathieu suivit son regard et aperçut des points de lumière artificielle se déplaçant en formation le long d'un sentier, des lampes torches. Les secours étaient arrivés. « Les gendarmes, dit-il. Nous devons retourner auprès de Elisabeth. » Tonnerre fit volte-face et s'élança vers le sanctuaire, galopant à une vitesse qui aurait été impossible pour un cheval ordinaire. Le vent mystique était calmé, les particules lumineuses se dissipant progressivement, comme si la vallée, ayant accompli sa justice, retournait à son état de veille habituel. Lorsqu'ils atteignirent le cercle de pierre, la barrière avait disparu. Elisabeth était toujours assise au centre, mais son teint avait viré au gris, et sa respiration était laborieuse. « Elisabeth !» Mathieu sauta du dos de Tonnerre, ignorant la douleur dans sa jambe blessée, et se précipita vers elle. « Tenez bon, les secours arrivent !»« Je les ai sentis », murmura-t-elle, un faible sourire aux lèvres. « La vallée me l'a dit. »« Économisez vos forces », conseilla Mathieu, vérifiant son pouls faible et irrégulier. « Avez-vous compris ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus fixés sur lui avec une intensité troublante. « Avez-vous vu ce qu'il voulait vous montrer ?»« Ouais, » répondit Mathieu, serrant sa main glacée. « J'ai vu tout. C'est incroyable, Elisabeth. Toutes ces années, je pensais l'avoir perdu alors qu'il me cherchait. Le Val des Ombres réunit ceux qui sont destinés à se retrouver, dit-elle, sa voix à peine audible, comme il m'a réuni avec... » Sa phrase resta en suspens, ses yeux se fermant sous l'effet de la fatigue et de la douleur. « Elisabeth » Mathieu serra sa main plus fort. « Restez avec moi. » Tonnerre hennit doucement, s'approchant pour poser son museau contre la joue de la vieille femme. Un faible courant d'énergie dorée sembla passer de l'étalon à Elisabeth, dont la respiration se stabilisa légèrement. « Il la maintient en vie », réalisa Mathieu, émerveillé par ce nouveau pouvoir. Au loin, les voix des gendarmes se faisaient entendre,
appelant dans la nuit. Mathieu se releva, prêt à les guider vers eux, quand Tonnerre l'arrêta d'un hennissement impérieux. Elle étalon fixait Mathieu de ses yeux dorés, transmettant une dernière série d'images, un avertissement, comprit le photographe. Si les gendarmes voyaient Tonnerre dans son état transformé, s'ils apprenaient les secrets du Val des Ombres, « Tu dois partir », dit Mathieu, la gorge serrée. « Tu ne peux pas rester ici quand ils arriveront ». Tonnerre hennit doucement, frottant sa tête contre l'épaule de Mathieu dans un geste d'affection. « Est-ce que je te reverrai ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Elle étalon recula de quelques pas, sa silhouette commençant déjà à perdre de sa luminosité, comme s'il se préparait à redevenir invisible aux yeux ordinaires. « Par ici !» cria Mathieu en direction des voix, puis se tournant une dernière fois vers Tonnerre. « Attends-moi, je reviendrai dans la vallée. Je te le promets. » Elle, étalon noir, se cabra, silhouettée contre la lune, dans une pose si majestueuse que Mathieu sut instantanément que cette image resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Puis, avec un dernier hennissement qui résonna comme un serment à travers la vallée, Tonnerre disparut dans la forêt, emportant avec lui la lumière dorée qui avait brièvement illuminé la nuit. Quelques instants plus tard, les gendarmes débouchèrent dans la clairière, leurs lampes balayant le cercle de pierre avant de se fixer sur Mathieu et Élisabeth. « Ici !» cria l'un d'eux. Odeon les a trouvés, tandis que les secouristes s'activaient autour de Élisabeth, préparant une civière d'évacuation. Mathieu scruta les ténèbres de la forêt, cherchant une dernière trace de son ami équin. Il ne vit rien, mais au plus profond de lui, il sentait que le lien naine n'était pas rompu, seulement mis en veille jusqu'à leur prochaine retrouvaille. « Monsieur Beaumont ?» Un gendarme s'approcha, sortant Mathieu de sa contemplation. « Nous avons besoin de votre témoignage. Vous avez parlé de braconniers armés ?» Mathieu hésita, se demandant comment expliquer l'inexplicable. « Ils ont disparu, » dit-il finalement. « Perdus dans la tempête, je suppose. »« Et cette femme, comment a-t-elle été blessée ?»« Un coup de feu. L'un des braconniers ?» Mathieu s'interrompit, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de raconter la vérité sans paraître fou. « Je vous expliquerai tout en chemin vers l'hôpital. Elle a besoin de soins urgents. » Le gendarme acquiesça, acceptant cette réponse temporaire. Alors qu'on l'aidait à marcher vers l'hélicoptère de secours qui venait d'atterrir dans une clairière voisine, Mathieu jeta un dernier regard vers le cercle de pierre. Pour un instant fugace, il crut voir la silhouette d'un étalon noir se découper contre la lune, observant leur départ. « Je reviendrai », promit-il silencieusement. « Ce n'est pas un adieu, Tonnerre, juste un au revoir. » 6 mois étaient écoulés depuis cette nuit extraordinaire dans le Val des Ombres. Le printemps avait remplacé l'hiver, transformant les Pyrénées en un tableau vivant de vert tendre et de fleurs sauvages. Dans son appartement parisien, Mathieu contemplait les photographies étalées sur sa table de travail. Celle qui avait fait la couverture de Nature sauvage montrait la lynx femelle dans la lumière dorée du couchant, l'image pour laquelle il était initialement venu dans les montagnes. À côté, une série de clichés du Val des Ombres, pris lors de ses visites ultérieures, le cercle de pierre baigné de lumière matinale, la cabane d'Élisabeth restaurée, la vallée vue de la crête est, aucune trace de Tonnerre sur ces images. Pas parce que elle et Talon évitaient l'objectif, mais parce que Mathieu avait choisi de garder cette partie de l'histoire pour lui seul. Son téléphone vibra. Sophie Mercier, sa rédactrice en chef. « Mathieu, ton article sur les derniers lynx des Pyrénées est magnifique. Le numéro s'arrache en kiosque. Merci, Sophie. J'ai une proposition pour toi. » Sa voix trahissait son enthousiasme. Un reportage de fond sur les chevaux sauvages d'Europe. Pologne, Espagne, France, qu'en dis-tu? Mathieu sourit, touchant distraitement la petite cicatrice sur sa jambe. Dernier souvenir de sa fracture. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je choisis mes propres itinéraires, et je commence par les Pyrénées, Sophie rit.
Tu es devenu accro à ces montagnes, on dirait. D'accord, marché conclu. On en discute lundi. Après avoir raccroché, Mathieu se dirigea vers la fenêtre, contemplant le ciel parisien. Depuis son retour, la ville lui semblait plus bruyante, plus artificielle, comme si le Val des Ombres avait aiguisé ses sens à un niveau que la civilisation urbaine ne pouvait satisfaire. Il repensa aux explications qu'il avait dû fournir aux autorités. L'histoire officielle était simple. 3 braconniers les avaient attaqués, Elisabeth avait été blessée et les hommes S étaient enfuis dans la montagne, probablement victimes de la tempête. Les recherches avaient été abandonnées après quelques jours. Le cas classé comme personnes disparues en montagne, un phénomène suffisamment commun dans les Pyrénées pour ne pas soulever trop de questions. La vérité, bien sûr, était tout autre. Mathieu prit son sac de voyage déjà préparé. Le train pour Toulouse partait dans 3 heures, et de là, une voiture de location l'attendrait pour le conduire à Saint-Bertrand-de-Comminges. Il avait promis à Elisabeth de revenir pour l'aider avec ses chèvres pendant l'été. La vieille femme avait survécu à sa blessure, bien que les médecins aient parlé de miracle, étant donné son âge et la gravité de la plaie. 2 mois d'hospitalisation, suivi d'une convalescence chez sa nièce à Toulouse, la seule famille qui lui restait. Mais dès que les beaux jours étaient revenus, elle avait insisté pour retourner dans sa cabane du Val des Ombres. « Cette vallée m'a gardé en vie pendant 30 ans, avait-elle dit à Mathieu lors de sa visite à l'hôpital. C'est là que je dois être. Le trajet en train fut paisible, offrant à Mathieu le temps de réfléchir à tout ce qu'il avait appris. Comment expliquer ce qu'il avait vécu? Fallait-il même essayer? Certaines expériences, songea-t-il, défiaient toute explication rationnelle. Elles appartenaient à ce domaine mystérieux où la science moderne n'osait pas encore s'aventurer. Ce royaume de l'extraordinaire que les anciens connaissaient mieux que nous. À Toulouse, il récupéra sa voiture de location et entreprit le trajet vers les montagnes, sentant l'excitation monter en lui à mesure que l'altitude augmentait. La route sinueuse vers Saint-Bertrand-de-Comminges lui était maintenant familière. Après plusieurs voyages ces derniers mois, il gara sa voiture au même endroit que lors de sa première expédition, à la lisière du parc naturel. De là, il lui faudrait 3 heures de marche pour atteindre la cabane des Elisabeth. Le sentier serpentait à travers une forêt verdoyante, si différente de celle qu'il avait découverte sous la neige l'hiver précédent. Les oiseaux chantaient, les insectes bourdonnaient, la vie pulsait de toutes parts. Pourtant, malgré cette animation printanière, Mathieu percevait le silence particulier qui annonçait l'entrée dans le Val des Ombres, ce calme surnaturel qui semblait absorber les bruits ordinaires, les transformant en quelque chose de plus profond, de plus significatif. « Je suis de retour », murmura-t-il, sachant d'une façon inexplicable que la vallée l'entendait. À mi-chemin, il s'arrêta près d'un ruisseau pour se désaltérer. S'accroupissant pour remplir sa gourde, il aperçut son reflet dans l'eau claire, un visage qui avait changé, non pas physiquement, mais dans l'expression, dans la profondeur du regard. Ses yeux, réalisa-t-il, avaient quelque chose de nouveau, une lueur qui n'existait pas avant sa rencontre avec Tonnerre. Un craquement de branches le fit se redresser vivement. Il scruta les alentours, le cœur battant d'espoir. « Tonnerre » appela-t-il doucement. Rien que le bruissement des feuilles dans la brise légère. Réprimant sa déception, Mathieu reprit sa marche. « Patience », se dit-il. Si ces derniers mois lui avaient appris quelque chose, était bien la valeur de la patience. La cabane des Elisabeth apparut finalement, levée dans son petit vallon, comme si elle faisait partie intégrante du paysage. De la fumée élevait de la cheminée, et des chèvres paissaient paisiblement dans l'enclos adjacent. Mathieu sentit un sourire étirer ses lèvres. Ce lieu était devenu une sorte de seconde maison pour lui. Avant qu'il puisse appeler, la porte s'ouvrit et Elisabeth sortit, s'appuyant légèrement sur une canne sculptée. Malgré son âge et sa récente blessure, elle semblait revigorée,
comme si la vallée elle-même lui insufflait une énergie nouvelle. « Je vous attendais », dit-elle simplement, un sourire éclairant son visage ridé. « La vallée m'a annoncé votre venue. Comment faites-vous ça ?» demanda Mathieu en elle, étreignant délicatement. « 30 ans dans le Val des Ombres vous apprennent à écouter, » répondit-elle énigmatiquement. « Venez, le thé est prêt. » À l'intérieur, la cabane avait été réparée et nettoyée des dégâts causés par l'intrusion des braconniers. Tout était revenu à la normale, ou presque. Mathieu remarqua de nouveaux livres sur les étagères et une collection de photographies encadrées qu'il n'avait jamais vues auparavant. S'approchant, il examina ces images jaunies par le temps. Une jeune Élisabeth, peut-être âgée d'une vingtaine d'années, aux côtés d'un homme souriant. Et entre eux, un petit garçon aux yeux clairs, tenant fièrement la bride d'un poney noir. « C'est... » commença Mathieu, stupéfait. « Mon mari, Marcel !» « Et notre fils, Philippe. » Élisabeth déposa 2 tasses de thé sur la table. Cette photo a été prise, elle, été avant l'accident. « Quel accident ?» Mathieu s'assit, sentant qu'il était sur le point de découvrir une pièce essentielle du puzzle. Une avalanche. En 1965, Marcel et Philippe faisaient du ski. Je devais les accompagner, mais J était malade ce jour-là. Élisabeth s'assit en face de lui, ses yeux perdus dans des souvenirs lointains. Ils n'ont jamais été retrouvés. Je suis désolé, murmura Mathieu, comprenant maintenant pourquoi Elsès était retirée dans cette vallée isolée. Pendant des années, j'ai erré dans ces montagnes, cherchant quelque chose. Des réponses, peut-être, ou simplement un endroit où la douleur serait supportable. Elle but une gorgée de thé. C'est ainsi que j'ai découvert le Val des Ombres. Et lui, Élisabeth pointa du doigt le poney noir sur la photo. Nous l'avions acheté pour Philippe cette année-là. Il l'avait nommé Tonnerre, compléta Mathieu dans un souffle, les pièces s'assemblant enfin. Oui, Élisabeth sourit tristement. Il s'est enfui après l'avalanche. Je l'ai retrouvé des années plus tard, dans cette vallée, transformé. Comme moi, il cherchait ce qu'il avait perdu. Mathieu resta silencieux, assimilant cette révélation. Le Tonnerre qu'il avait connu enfant et celui qu'il avait sauvé des lynx n'étaient pas le même animal, mais ils partageaient une connexion à travers cette vallée mystérieuse. C'est pour ça qu'il a ressenti un lien avec moi, comprit-il. Parce que J était comme Philippe, un enfant qui aimait son poney. La vallée crée des échos à travers le temps, confirma Élisabeth. Des reflets, des répétitions. Elle vous a amené ici parce que d'une certaine façon, vous deviez y être. Ils burent leur thé en silence, laissant cette vérité se déposer entre eux comme une fine couche de neige. « L'avez-vous revu ?» demanda finalement Mathieu. « Depuis cette nuit-là ? Non. » Élisabeth secoua la tête. « Mais je le sens parfois, veillant sur la vallée, sur nous. J'aimerais le revoir, » admit Mathieu, lui parler, d'une certaine façon, le remercier. « Alors allez au sanctuaire, » suggéra Élisabeth, « au crépuscule. C'est le moment où le voile entre les mondes est le plus mince. » Le soleil commençait sa descente vers l'horizon lorsque Mathieu atteignit le cercle de pierre. L'air était doux, parfumé par les fleurs sauvages qui parsemaient maintenant la clairière. Il s'assit au centre du cercle, là où Élisabeth avait attendu les secours cette nuit fatidique. Le silence qui l'enveloppa était différent de tout ce qu'il avait connu, non pas une absence de son, mais une présence, comme si le silence lui-même était vivant, attentif. « Tonnerre », appela-t-il doucement. « Je suis revenu comme je l'avais promis. » Aucune réponse, sinon le léger bruissement des feuilles. Mathieu ferma les yeux, se concentrant sur ce lien qu'il avait ressenti avec elle les talons lors de leur dernière chevauchée. « Je sais qui tu es maintenant, » continua-t-il. « Je sais qui tu cherchais. Ce N n'était pas moi, pas vraiment. Mais peut-être que je peux être un lien, un pont entre le passé et le présent. » Le soleil touchait maintenant la cime des arbres, baignant la clairière dans cette même lumière dorée qui avait illuminé sa première photographie de la lynx.
Mathieu resta immobile, patient, ouvert à ce qui pourrait venir. C'est alors qu'il le sentit, un changement subtil dans l'air, comme si la réalité elle-même se distendait légèrement. Ouvrant les yeux, il vit que les pierres du cercle luisaient faiblement, captant les derniers rayons du soleil d'une façon qui semblait défier les lois de l'optique. Un hennissement retentit au loin, puis un autre, plus proche. Mathieu se leva lentement, scrutant la lisière de la forêt qui entourait la clairière. La silhouette qui émergea entre les arbres lui coupa le souffle, non pas un, mais 2 chevaux. Tonnerre, majestueux dans sa robe noire luisante, accompagné d'un autre étalon plus petit, d'un brun doré lumineux. Ils s'arrêtèrent à la limite du cercle, leurs yeux, l'un brun profond, l'autre d'un bleu étonnamment humain, fixés sur Mathieu avec une intelligence indéniable. « Tonnerre », murmura-t-il, s'avançant lentement. Elle, étalon noir, hennit doucement, inclinant sa tête massive en signe de reconnaissance. Puis, dans un geste qui semblait presque cérémonieux, il se écarta légèrement, laissant le cheval doré s'avancer. Ce fut à cet instant que Mathieu comprit. La façon dont le second étalon le regardait, avec une curiosité mêlée d'émerveillement, comme s'il contemplait un écho du passé. « Philippe », souffla-t-il, le nom sortant de ses lèvres sans qu'il l'ait consciemment formé. L'étalon doré hennit, le son vibrant à travers la clairière comme une confirmation. Des larmes coulèrent librement sur les joues de Mathieu, non pas de tristesse, mais d'une émotion plus profonde, plus ancienne, comme si une vérité fondamentale de l'univers venait de lui être révélée. « Elle vous attend », dit-il simplement. Elle n'a jamais cessé d'espérer. Les 2 chevaux échangèrent un regard, communiquant silencieusement d'une façon que Mathieu ne pouvait comprendre qu'intuitivement. Puis, dans un mouvement synchronisé, ils s'approchèrent, entrant dans le cercle de pierre dont la lueur s'intensifia à leur passage. Tonnerre s'arrêta devant Mathieu, abaissant sa tête pour que leurs fronts se touchent, un geste d'une intimité profonde, d'une connexion qui transcendait les barrières entre espèces. « Merci », murmura Mathieu, « pour tout ». Elle, étalon, souffla doucement, son haleine chaude caressant le visage du photographe, puis il recula, rejoignant son compagnon doré. Ensemble, ils firent volte-face et s'élancèrent vers la forêt, leurs silhouettes se fondant dans la lumière dorée du couchant jusqu'à disparaître complètement. Mathieu resta immobile pendant un long moment, laissant le calme du sanctuaire l'envelopper. Puis, avec une certitude tranquille, il reprit le chemin vers la cabane d'Élisabeth. Elle l'attendait sur le seuil, son visage baigné par les dernières lueurs du jour. Avant même qu'il puisse parler, elle hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. « Vous les avez vus ?» dit-elle. Ce haine n'était pas une question. Oui. Mathieu s'assit à côté d'elle sur le banc rustique. Ils étaient ensemble, ils sont toujours ensemble. Après toutes ces années, murmura Élisabeth, sa voix tremblante mais emplie d'une joie sereine. La vallée les a sauvés et ils vous ont attendus, ajouta doucement Mathieu. Ils vous attendent toujours. Ils restèrent assis en silence, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Quelque part dans l'obscurité de la vallée, un hennissement lointain résonna, aussitôt rejoint par un second, formant une harmonie parfaite qui semblait s'élever jusqu'aux cieux. « Ils reviendront », dit Élisabeth avec certitude. « Et nous serons là », confirma Mathieu. Dans les mois et les années qui suivirent, Mathieu partagea son temps entre Paris et le Val des Ombres. Ses photographies des Pyrénées lui valurent une renommée internationale. Bien qu'aucune n'ait jamais capturé, elle, étalon noir ou son compagnon doré. Certains secrets, estimait-il, n'étaient pas destinés à être partagés avec le monde. Élisabeth resta dans sa cabane, ses forces mystérieusement renouvelées par sa connaissance retrouvée. Ensemble, ils devinrent les gardiens officieux de la vallée, veillant à ce que ses secrets restent protégés des regards indiscrets et des âmes mal intentionnées.
Et parfois, au crépuscule, lorsque la lumière dorée baignait la vallée d'une lueur presque surnaturelle, deux silhouettes équines apparaissaient à la lisière de la forêt, observant silencieusement avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs mystérieuses du Val des Ombres. Car dans ce lieu où le temps s'écoulait différemment, où les frontières entre les mondes s'estompaient, une vérité demeurait constante. L'amour, qu'il soit entre un enfant et son poney, une mère et son fils, ou un homme et l'animal qui avait traversé les années pour le retrouver, transcendait toutes les limites de la réalité ordinaire. Et dans cette vallée oubliée des Pyrénées françaises, cette vérité éternelle continuait de résonner, aussi puissante et intemporelle que le hennissement d'un étalon sauvage sous les étoiles.